le 5 juillet 2024. Célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Émission spéciale sur l'impact de la révolution algérienne sur les luttes anticoloniales en Afrique. I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. I went back home feeling that I was a man. Avec nos invités d'honneur, Nourdine Djoudi. Quand nous étions là, c'était une des bases de la révolution algérienne, c'était la justice pour tous les peuples, quels qu'ils soient. Moustapha Ait Mouhoub. L'Algérie constitue un modèle à suivre pour objectif de développement du continent africain et des nations africaines. Et Maman Hamourou. Et cette guerre que l'Algérie a déclenchée a été un mouvement qui a été suivi dans beaucoup de contrées en Afrique. Préparé par Ali Kifsi, présenté par Abdelmalek Belhouchet et Mahamadou Dia, et réalisé par Hassiba Jebloun. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et le mouvement de libération nationale à Alger. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas cette émission historique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Nous célébrons aujourd'hui ensemble le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet 1962, l'Algérie met fin à 132 ans de colonisation. En 5 juillet 1962, après des années de lutte acharnée et de sacrifices, l'Algérie a conquis sa liberté, devenant ainsi un phare de résistance et de courage pour le monde entier. La révolution algérienne a laissé une empreinte indélébile non seulement sur son propre sol, mais aussi dans les cœurs des peuples en quête de liberté à travers tout le continent africain. La victoire de l'Algérie est née des profondeurs de la douleur et du sacrifice. Une déclaration phare de Frantz Fanon. Et Jean Sénac a magnifiquement capturé cette essence en écrivant « L'Algérie se leva, fière et debout, comme un arbre renaissant à la lumière ». Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs de cette histoire héroïque. Une halte pour découvrir l'impact de la révolution algérienne sur les luttes anticoloniales en Afrique. Quel rôle a joué l'Algérie indépendante dans l'émancipation des nations africaines? Pour éclairer cette épopée, nous avons l'honneur d'accueillir des invités de marque. Nourdine Djoudi, doyen des diplomates algériens, ancien secrétaire général adjoint de l'OUA, président de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne et ancien cadre de l'armée de libération nationale algérienne. Moustapha Ait Mouhoub, journaliste et écrivain dont les écrits plongent au cœur de l'histoire et de la révolution algérienne. Nous aurons également le privilège d'avoir au téléphone le professeur d'histoire à l'université de Lomé au Togo, j'ai nommé le docteur Maman Halourou. Il reviendra avec nous sur l'impact crucial de la révolution algérienne dans les mouvements de libération à travers l'Afrique. Et pour enrichir cette émission, une chronique signée Soumia Abbas et des interventions de nos correspondants vous attendent. Sans oublier un entretien avec l'universitaire et homme des médias, le Sénégalais Maktar Sylla. Et cerise sur le gâteau, un reportage signé Fouzi Mrad viendra clore cette célébration avec une touche de profondeur et d'émotion. Un voyage à travers le temps et l'histoire pour honorer une révolution qui continue d'inspirer les cœurs épris de liberté. Et c'est seulement sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Je
Je vous salue encore une fois, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue également notre chroniqueur, Mohamedou Dia, qui m'accompagnera durant ce débat. Alors, je le disais en introduction, après des années de lutte acharnée et de sacrifices, l'Algérie a conquis sa liberté et devient ainsi un phare de résistance et de courage pour le continent africain. L'Algérie a arraché son indépendance au prix du sang. Plus d'1 500 000 martyrs et 6 500 000 martyrs depuis la colonisation en 1830. Une guerre qui aura inspiré les peuples opprimés et épris de liberté. L'Algérie, un modèle de lutte et de résistance. Et pour entamer cette émission, je vous propose de suivre justement sur ce sujet une chronique signée Soumia Abbas Bouhidel et présentée par Mohamed Saïd. Le 5 juillet 2024. Célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Lieu et date, Sidi Fradj, le 5 juillet 1830, l'événement, le débarquement des forces armées françaises sur le sol algérien. C'est le début d'une descente aux enfers pour tout un peuple, le début de 132 ans de colonisation, de génocide, de pillage, crimes contre l'humanité, perpétrés en toute impunité contre une population algérienne civile, étiquetée d'indigènes par les nouveaux colons français. C'est aussi 132 ans de révolte populaire, de mouvements politiques anticoloniales et de révolutions armées, plus de 6 millions de martyrs, dont 1,5 million, tous morts au champ d'honneur durant les 7 années de révolution. Des hectares de terre brûlées, maisons démolies, des familles déchirées, des habitants exilés, des bombes nucléaires larguées, enfin, une page sombre de l'histoire de l'Algérie qu'on peine d'ailleurs à tourner. La révolution algérienne, l'un des mouvements de décolonisation qui a le plus marqué le continent africain et le monde entier. C'était un rêve, c'était une inspiration, c'était toute une histoire pour nous, le peuple d'Afrique. Une révolution qui nous a beaucoup marqué et qui nous marque jusqu'à aujourd'hui. L'on se rappelle lorsque la révolution algérienne est déclenchée en 1954, un 1er novembre 1954, l'Afrique comptait uniquement 6 pays indépendants, alors que 25 autres pays ont accédé à l'indépendance durant les 7 années de révolution algérienne. Et là, on comprend bien la corrélation. Comment la révolution algérienne a-t-elle pu inspirer les populations africaines qui luttaient pour se libérer du joug colonial? Tout d'abord, plusieurs pays africains ont apporté leur soutien à la révolution algérienne à travers l'organisation de plusieurs conférences à partir de 1958, dont la conférence d'Accra, celle de Monrovia, de Tunis, du Caire et bien d'autres. Le bras politique de l'armée de libération nationale, ALN en l'occurrence, le FLN, le Front de libération nationale, réussit alors à porter la cause algérienne à l'échelle mondiale. D'autres pays africains ont alimenté les moudjahidines algériens en armes et équipements. D'autres encore ont préféré défier la France pour soutenir l'Algérie. Ici, il importe de nommer Ahmed Sékou Touré, ancien président de la Guinée qui a rejeté la proposition de De Gaulle à l'époque à cause de la révolution algérienne. C'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance, qui doit de la reconnaissance au peuple algérien qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils pour que les peuples africains puissent s'éveiller à la conscience de lutte et revendiquer leur indépendance. De l'autre côté, la France se retrouve alors autopiégée dans ce qu'elle a nommé le gouffre algérien, qui lui fait perdre plus d'1 milliard de francs français et plusieurs centaines de morts parmi ses forces militaires. L'Algérie indépendante a choisi de soutenir le droit des peuples africains à l'indépendance. Elle accueille d'ailleurs et entraîne de grandes figures de la lutte anticoloniale en Afrique, à l'instar des 2 anciens présidents sud-africains et mozambicains, Nelson Mandela et Samora Machel. 132 révolutionnaires zimbabwéens sont entraînés par les moudjahidines algériens. Alger accompagne ces révolutionnaires jusqu'à l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Alger devient alors la Mecque des révolutionnaires. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque
et le mouvement de libération nationale à Alger. Plusieurs grands révolutionnaires y séjournent, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et bien d'autres. Fidèle à ses principes de soutien des causes justes, l'Algérie se porte aujourd'hui volontairement défenseur du Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique, et de la Palestine qui subit actuellement les pires atrocités de la part de l'occupation coloniale. Des Africains, que nous étions des membres d'une grande communauté qui était sous domination du colonialisme ou de l'apartheid. Donc il y a l'engagement auprès des mouvements de libération en Afrique et ailleurs sont des choses tout à fait naturelles et que jamais l'Algérie ne renoncera à continuer à lutter jusqu'à la libération et du peuple palestinien et du peuple sahraoui. L'Algérie indépendante a ses principes, ancrés comme une ADN. Il est donc bien clair, comme l'eau de roche, son africanité n'est pas épisodique. Le gène du panafricanisme est bien ancré dans ses racines les plus profondes. أسمح الباب وليدي مرسولة من Le 5 juillet 2024. Célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Émission spéciale sur l'impact de la révolution algérienne sur les luttes anticoloniales en Afrique. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et le mouvement de libération nationale à Alger. Préparé par Ali Kifsi, présenté par Abdelmalek Belhouchet et Mahamadou Dia. Et réalisé par Hassiba Jeblou. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas cette émission historique. Monsieur Joudi, vous avez été un acteur et témoin direct de la révolution algérienne. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience du combat pour l'indépendance et comment vous avez vécu le premier jour de l'indépendance 62 ans avant? Bismillahirrahmanirrahim. Le premier jour de l'indépendance, en réalité, j'ai été chargé, j'avais une mission à l'étranger qui m'a été confiée par le colonel Boumedienne à l'époque, le chef d'état-major de la LN. Donc je n'ai malheureusement pas pu assister aux démonstrations de joie du peuple algérien pour lequel nous avons combattu. Mais ceci étant, je dois dire que l'Afrique a toujours été au cœur de nos préoccupations et je voudrais simplement corriger un petit point concernant ce qu'on appelle l'aide de l'Algérie. J'avais eu l'occasion de dire à une télévision sud-africaine que nous n'avons pas aidé les mouvements de libération, que nous avons été engagés dans la lutte pour la libération de l'Afrique. Parce qu'au lendemain de la libération de Nelson Mandela et son élection comme premier président noir, les plus fidèles amis de l'apartheid ont dit « nous avons aidé l'ANC », ce qui était absolument faux. Je dois rappeler que, au sein de l'ALN, dès les années 1958-59, nous avions déjà ouvert les camps d'instruction à de futurs combattants de la liberté subsahariens. Donc c'est l'africanité de l'Algérie, qui est une africanité que j'appelle générique. Oui. Nous sommes des Africains depuis 2 siècles avant Jésus-Christ, lorsque Massinissa, le roi de la Numidie, qui était l'ancien nom de l'Algérie, comme l'Empire Songhai était l'ancien nom du Mali et de certains pays du Sahel, avait déclaré face à l'Empire romain « Je suis africain ». Donc il y a la position d'Algérie est une position en tant que partie inséparable de l'Afrique. Et notre engagement auprès des autres mouvements de libération a été tout à fait naturel. Et je voudrais simplement conclure en disant que le meilleur témoignage que j'ai eu, c'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'OUA, lorsque un grand chef d'État africain,
le général Obasanjo du Nigeria, m'avait dit l'Algérie a été le flambeau de la libération de l'Afrique. Nourdine Joudi, on parlera de votre engagement vers le continent africain juste après. On sait que vous étiez secrétaire adjoint de l'organisation de l'Union, enfin de l'unité africaine. Mais avant cela, j'aimerais comprendre et savoir votre lutte pour l'Algérie. Ça a commencé à Londres, en Angleterre. Dans les années 50, vous avez rejoint le FLN. Alors, avant de vous engager pour l'Afrique, vous vous êtes engagé pour une nation africaine qui est l'Algérie. Non, j'ai commencé d'abord à être un militant à un âge précoce, à l'âge de 11 ans, oui, où nous avons été traumatisés par les massacres du 8 mai 45 à Guelma, Sétif et Kharrata. Oui. À ce moment-là, comme le disait le regretté président Boudine, nous sommes passés du stade de l'enfance au stade de la maturité. Nous avions déjà, à 11 ans, nous avons commencé à être mobilisés au sein du mouvement scout, etc. pour... Première école du nationalisme. Clandestinement. Ouais. On montait le drapeau algérien, on chantait des hymnes nationaux, etc. Bon, par la suite, j'ai eu l'occasion donc de faire mes études d'anglais et je me trouvais en stage final à Londres pour devenir professeur de langue de civilisation anglaise. Et c'est là que la Révolution m'a rattrapé et où j'étais contacté pour représenter le FLN, puisque j'étais le seul Algérien en Angleterre et qui parlait la langue. Et à cette occasion-là, j'ai eu par contre à découvrir, à être en contact avec beaucoup de frères africains qui étudiaient à Londres et dont certains sont devenus ministres ou même chefs d'État. Oui. Et il y avait cette conscience du fait que non seulement nous luttions pour l'indépendance, mais que nous savions que d'autres pays sur notre continent avaient souffert terriblement du colonialisme. Oui. Au 8 mai 45, en Algérie, a répondu avril 47 à Madagascar, des massacres. Et lorsqu'on parle, par exemple, des 6 millions de juifs morts face au nazisme, jamais on n'a parlé des dizaines de millions d'Africains qui sont morts soit directement, soit dans les transports comme esclaves. Jamais on n'a reconnu, jamais le colonialisme ou l'Europe actuellement n'a reconnu ce massacre épouvantable de nos frères africains et bien sûr de l'Algérie aussi qui a payé un prix très cher. Mohamed Oudia, peut-être une question à notre invité, Nourdine Joudi. Alors, vous avez dit à 11 ans que vous avez commencé votre combat militant. Maintenant, quel est le souvenir que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Vous étiez jeune à 11 ans, donc vous vous disiez que c'était vraiment un devoir pour vous de lutter contre cette injustice. Oui, enfin, peut-être que dire militant, c'était un peu fort, puisqu'on était trop jeune. Mais je me souviens qu'à l'époque, je résidais dans un pays voisin, au Maroc, et un militant du Parti du peuple algérien avait traversé clandestinement la frontière parce que l'autorité coloniale lui interdisait de voyager. Et il a contacté ma famille pour nous montrer ce que la France avait fait, la France coloniale, ce qu'avait fait la France le 8 mai 45. Donc il a éveillé en nous ce sentiment du fait que nous n'étions pas français, que nous étions des indigènes, méprisés, torturés, assassinés, etc. Et nos parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation, comme par exemple ce que l'on ne sait pas, c'est que le premier usage de l'arme chimique et de la purification ethnique n'a pas commencé avec Hitler ou avec la Première Guerre mondiale. Elle a commencé en Algérie en décembre 1852, où la France a utilisé de l'arme chimique et où elle a commencé le massacre d'enfants mâles pour éliminer ces traces de résistants. Donc nous avons été mobilisés un peu, c'était si vous voulez, en tant qu'enfants, nous avons commencé à nous rendre compte du fait que nous étions sous un régime d'oppression. Et puis on nous a façonné, pour ainsi dire, on nous a appris, par exemple, à travers des chansons. C'était très pédagogique. Par exemple, le fait de chanter Nadani Massali, Egypto Nida, j'ai répondu à l'appel de Messali, ou bien Ala Staifiya, Ya Huzni Ala Staifiya. Nous avons chanté des chansons qui pleuraient le deuil que nous avions sur Sétif. Alors, peut-être même un peu inconsciemment, en tant qu'enfant, nous avons commencé à saisir tout ce qu'il y avait d'atroce dans le colonialisme et tout ce qui devait être la fierté
de notre histoire ancienne. On nous l'a inculqué dans le mouvement scout. Et c'est pour ça que plus tard, ça a été une réaction tout à fait naturelle. D'abord, en tant qu'étudiant à Montpellier, on était en contact avec d'autres étudiants venant des colonies. Oui. Et puis à Londres, j'ai été même jusqu'à manifester avec les Chypriotes pour l'indépendance de Chypre. Alors vous voyez que l'esprit qu'on nous a inculqué était un esprit d'universalité que nous étions là. C'était une des bases de la révolution algérienne. C'était la justice pour tous les peuples, quels qu'ils soient. Et c'est les principes, pardon de vous interrompre, c'est les principes aujourd'hui de l'Algérie. Absolument. Ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que la révolution algérienne est unique en son genre. Il y a eu d'autres révolutions. Il y a eu la révolution de 89 en France, il y a eu la révolution de novembre en Russie. Mais c'était des révoltes populaires contre la royauté et l'emprise de l'Église. Alors que dans notre cas, la révolution a été basée sur des principes qui étaient l'humanisme, qui était le droit des peuples, qui était l'établissement de la justice pour tous, enfin tout ce qui était des principes universels de base. Et ce qui a fait que beaucoup de gens à travers le monde nous ont soutenus pendant notre lutte, non seulement pour notre droit à l'indépendance, mais parce qu'ils voyaient dans la révolution algérienne l'attachement à des principes intangibles. Ouais. Et l'Afrique en particulier, bon, c'est notre continent, c'est notre sang, mais nous n'avons pas hésité aussi à soutenir des mouvements loin de l'Algérie, comme par exemple le Belize, le continent sud-américain, ou du côté asiatique de Timor de l'Est. Enfin, il y a cette, on nous a inculqué non seulement l'amour de l'Algérie, mais le fait que nous étions des Africains, que nous étions des membres d'une grande communauté qui était sous domination du colonialisme ou de l'apartheid. Donc il y a cette formation que nous avons reçue tout jeune, c'était une formation de base qui a fait de nous que l'engagement auprès des mouvements de libération en Afrique et ailleurs sont des choses tout à fait naturelles et que jamais l'Algérie ne renoncera à continuer à lutter jusqu'à la libération et du peuple palestinien et du peuple sahraoui. Moustapha Itmouhoub, l'Algérie n'a jamais cessé de soutenir les pays frères du continent. Le témoignage de Nourdine Djoudi concernant l'impact de la révolution algérienne et de l'Algérie indépendante sur les mouvements de libération africains est très clair. Alors, mais l'Algérie soutient également la construction et le développement en Afrique. N'est-ce pas, Moustapha ? Oui. D'abord, je voudrais rebondir sur une question fondamentale dont il a effleuré juste son Excellence Djoudi, l'ambassadeur Djoudi. C'est ce vent de revisionnisme, qui dans la lecture des événements passés de l'Afrique, qui souffle sur l'Afrique. On essaie un petit peu d'occulter tout ce qui s'est passé en Afrique et on essaie de ramener de nouveaux acteurs et dire que ce sont là des acteurs qui vont affranchir l'Afrique de ses problèmes, de ses contradictions, de son aliénation, etc. Ce vent, justement, il est orchestré, il ne vient pas comme ça d'une manière anodine, mais il est orchestré, il est bien pensé et on a vu comment, à un certain moment, en Afrique du Sud, certaines puissances africaines ont essayé de faire admettre aux Sud-Africains que ce sont eux qui ont aidé à l'Afrique du Sud à s'affranchir de l'apartheid. Passé cette parenthèse, je reviendrai au propos à votre question. Justement, on ne peut penser l'avenir de l'Afrique sans se pencher sur le passé, sans justement décrypter des contradictions qui ont émaillé ce mouvement de libération et qui ont fait justement que les indépendances de l'Afrique sont actuellement à parfaire. C'est-à-dire, c'est pas des indépendances qui ont ramené justement un développement culturel substantiel, plutôt économique substantiel pour l'Afrique. Et on voit que certaines puissances
occidentales sont toujours présentes, ils sont là pour perpétuer un système de recolonisation économique de l'Afrique, d'exploitation des ressources, de néocolonialisme justement, d'exploitation de ressources, etc. C'est pour ça que, de mon point de vue, il faut qu'il y ait une lecture concrète des mouvements de changement qui sont en train de s'opérer en Afrique et d'essayer de décrypter ces mouvements et de les mettre en perspective justement de cette libération totale de l'Afrique, de cette libération du système de domination économique des anciennes puissances colonialistes. Oui. On va toujours rester avec vous, Moustapha. Comme nous le savons tous, le monde est témoin que l'indépendance de l'Algérie est un acquis vraiment historique pour le brave peuple algérien et qui est payé au prix fort avec approximativement 1,5 million de martyrs. Maintenant, c'est une indépendance chèrement obtenue, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que un commentaire sur ça? Ça explique peut-être la souveraineté aujourd'hui de l'Algérie. L'Algérie constitue justement, historiquement, par rapport à l'Afrique, l'Algérie constitue un modèle. Ce modèle, pourquoi c'est un modèle? Parce que c'est une indépendance chèrement arrachée au prix d'1,5 million de shahids. Donc plus de 7 ans de guerre. Donc cette souveraineté dont on parle aujourd'hui, l'Algérie on est un modèle. Peut-être l'Algérie aujourd'hui, on voit que on essaye un petit peu de la contenir dans le continent africain. C'est pas africain parce que elle constitue justement un modèle. Et ce modèle pour eux, pour les anciennes puissances colonialistes et les nouvelles puissances qui s'installent pour justement puiser des ressources naturelles de l'Afrique, peut-être cet exemple est un mauvais exemple. Donc, l'Algérie, de mon point de vue, aujourd'hui peut être un modèle à suivre. Ce modèle, c'est-à-dire qui tend vers réaffirmer encore davantage la souveraineté, et surtout, essayer de prôner des politiques économiques indépendantes et qui ont pour objectif de développement du continent africain et des nations africaines. Nourdine Djoudi, peut-être pour rebondir sur... Oui, je voudrais rebondir sur cette question parce qu'il y a un point très important auquel on ne pense peut-être pas. L'Algérie a payé très cher son indépendance. Pas seulement 1,5 million de martyrs, mais des millions de gens estropiés, handicapés moralement et physiquement. Des villages entièrement détruits, des gens à l'indépendance qui apparaissaient, c'était de véritables squelettes humains qui ont été obligés de manger de l'herbe pour survivre. Mais malgré ça, il y a eu quelque chose de fondamental auquel on ne pense pas. Déjà, je peux témoigner en tant qu'ancien commissaire politique dans l'Armée de libération nationale, déjà, le chef d'état-major, Boumedienne, nous disait que le but ultime est peut-être l'indépendance, mais nous ne serons jamais indépendants tant qu'il y aura 1 cm² d'Afrique encore sous domination coloniale. Et il y a eu cette espèce d'universalité, d'amour de la liberté pour tous les peuples, d'abord les peuples africains, à telle enseigne que tous les chefs d'État africains n'ont jamais renoncé à ce principe. Et aujourd'hui, le président Tebboune a été très clair, dès son élection, à sa participation à la réunion de l'Union africaine à Addis Abeba, il avait dit que la souveraineté et le développement de l'Afrique étaient la priorité des priorités. Et il a dit, lorsque nous avons été élus comme membres du Conseil de sécurité, il avait dit ce ne sera pas la voix de l'Algérie, ce sera la voix de l'Afrique et du monde arabe. Donc vous voyez, il y a eu toujours ce principe qui a été très cher et nous le faisons parce que c'est si vous voulez, c'est le sacrifice ultime que nous devons faire à l'égard de nos shahids, de nos shuhada. Ceux qui sont morts et sans leur sacrifice, je ne serais pas ambassadeur, il n'y aurait pas de ministre, il n'y aurait pas de chef d'État algérien. Ça, c'est quelque chose qui est profondément entre nous et à la veille de cette indépendance du 5 juillet, pourquoi elle porte une symbolique très forte? Nous ne l'avons pas appelée la fête de l'indépendance, nous l'avons appelée la fête de la jeunesse. Parce que nous pensons que si nous avions, jeunes, nous avions pris les armes, mais maintenant, l'avenir de l'Algérie comme l'avenir de l'Afrique est dans les mains d'une jeunesse
qui, dans l'Afrique subsaharienne, depuis un certain nombre d'années, s'est éveillé. Et comme disait mon ami Mustafa, il y avait ce très fort sentiment, le fait qu'on devait se débarrasser du néocolonialisme. Il n'était pas satisfait pour un colonialisme, pour une indépendance virtuelle. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous ramenons la fête nationale, nous la ramenons au 1er novembre, qui a été l'élément déclencheur, avec, bien sûr, il n'y aurait pas eu de 1er novembre s'il n'y avait pas eu de 8 mai 1945. Moustapha Itmouhoub, la révolution algérienne, l'indépendance de l'Algérie, le combat de l'Algérie pour la libération inspire beaucoup de nations africaines. Par exemple, le Congo, la République démocratique du Congo, Patrice Lumumba était inspiré par la révolution algérienne. Le Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara était inspiré par la révolution algérienne. Il dit qu'il lisait les bouquins qui parlaient de la révolution algérienne. Alors, cette inspiration typiquement africaine, algérienne, comment vous l'expliquez? Et Mandela. Mandela aussi, j'ai oublié Mandela. Nelson Mandela, la légende. Il faut dire que la révolution algérienne était perçue comme un modèle pour les militants de la libération en Afrique. Ils avaient ce regard et cette attente. Et ils attendaient un petit peu, ça allait déboucher sur quoi ce modèle tant suivi par ces militants, justement. Et le premier contact, je dirais, entre la révolution algérienne et l'Afrique a été l'œuvre de Frantz Fanon, quand il est parti participer aux festivités d'indépendance, la première année d'indépendance à Accra. Au Ghana. Donc, elle a été bien reçue. Et Kwame Nkrumah aussi, qui était un grand ami de la révolution algérienne, il a commencé déjà à parler, Kwame Nkrumah, de l'Algérie, de la nécessité de libérer l'Algérie dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a déjà le principe de l'indépendance de l'Algérie en l'air. Donc, l'arrivée de Frantz Fanon à Accra, à Ghana, allait déboucher sur toute une dynamique qui va se poursuivre après l'indépendance de l'Algérie. Donc, après l'indépendance de l'Algérie, là, je suis devant un témoin vivant de ce qu'a fait l'Algérie pour les mouvements de libération nationale. L'Algérie, d'abord, à l'UA, elle a pesé de tout son poids pour inscrire un point dans la charte de l'OUA, c'est celle de donner une priorité absolue à l'aide au mouvement de libération nationale en Afrique. Et ce qui a été fait. Et l'Algérie est considérée comme un modèle en la matière parce qu'elle a joint le discours à l'acte à la parole. Donc il y a eu des aides en armes, des aides en tout genre, et en plus de l'aide politique et diplomatique. Donc il y a eu de l'armement qui a été envoyé en Afrique, et là justement on a un témoin vivant de ces bateaux d'armes et de ces avions, des Antonov remplis d'armes qui sont arrivés pour justement armer les mouvements de libération en Afrique. Alors Moustapha Itmouhoub, j'ai quelqu'un avec moi en ligne. Il s'agit du docteur Maman Hamourou, historien togolais. Il pourra peut-être vous rejoindre sur cette question. Maman Hamourou, docteur, bien le bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci beaucoup. Bonjour, chers membres, chers panélistes. Docteur Alourou, je commence donc avec cette question. La révolution algérienne a participé à l'éveil des consciences en Afrique. Alors, vous qui êtes historien, justement, comment voyez-vous cet éveil déclenché par la révolution algérienne? D'accord, merci beaucoup. Je pense que la révolution algérienne qui a commencé à partir de l'année 1954, a été classée dans la catégorie des décolonisations violentes. Vous savez, quand on parle de décolonisation, il y a la forme passive et la forme violente. Et cette guerre que l'Algérie a déclenchée vis-à-vis de la France a été un mouvement qui a été suivi dans beaucoup de contrées en Afrique parce que ça a galvanisé les mouvements indépendantistes. La France, qui était depuis longtemps considérée comme
une superpuissance qui donnait des directives et que les gens essayaient de suivre à tout bout de champ. Donc à partir de l'Algérie, les gens ont gagné en confiance et donc le mouvement indépendantiste a eu une certaine prise de conscience, ce qui s'est remarqué à la première conférence d'Accra où ce sujet a été débattu. Donc ça a galvanisé le mouvement indépendantiste, ça a donné plus de poids au mouvement de décolonisation en Afrique. Et quand on analyse le nom catégorique de Sékou Touré en 1958, il a eu le culot, il faut le dire, pour tenir ce propos de non à la France, parce qu'il a été aussi témoin de ce que l'Algérie a fourni comme effort. Et d'ailleurs, en 1958, la guerre d'Algérie continuait. Donc ça a été un mouvement qui a donné beaucoup de tonus à la revendication indépendantiste dans les partis, dans les mouvements nationalistes en Afrique. Continuer quand on voit un peu comment question qui a été débattue sur le sujet de l'Algérie et à la fin même dans les années 60, la France va être obligée d'octroyer l'indépendance à ces colonies parce qu'elle ne veut pas une Algérie bis dans les territoires en Afrique. Oui. Noir, parce que ce qui se passait était sanglant et que ça a produit un effet domino dans les territoires coloniaux. Alors, bonjour monsieur. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous pensez toujours pas que une certaine partie de l'Afrique est toujours dans ce joug du néocolonialisme et que également nous, en tant qu'Africains, on se doit toujours de faire bras au fer comme actuellement le montrent certains pays africains par rapport à ça, par rapport au néocolonialisme? Oui, le néocolonialisme, c'est un fait réel. Nous savons que la France a été obligée de quitter et lorsqu'elle était en train de quitter en Afrique, elle a tout fait pour mettre à la tête de ces anciennes colonies des hommes sur qui elle pouvait compter pour continuer en quelque sorte l'exploitation des territoires. Et ceux qui se sont opposés à cette stratégie de mettre sur place des sous-préfets ont payé de leur prix. Je vais parler de Sylvain Solopio, je vais parler de Patrice Lumumba et autres. Donc, maintenant que nous sommes face à un mouvement, parce que les tout premiers mouvements qui devaient lutter contre le néocolonialisme ont été anéantis avec les réseaux Focard et tout, dont on connaît. Donc, ce nouveau élan qui est né avec les pays de l'Alliance du Sahel, le Burkina Faso, exactement, oui. Le Mali. Je pense que c'est un mouvement normalement que les Africains devaient tous soutenir parce que la France est toujours dans sa logique. Il ne faudrait pas que ça s'étende à toute l'Afrique et qu'on soit arrivé à un niveau où elle va plier totalement bagage parce qu'elle a des points stratégiques en Afrique. Les pays comme la Djibouti, c'est un pays stratégique pour la France. Les pays comme l'Algérie, c'est un pays stratégique pour la France. Ce n'est pas pour rien que la France avait fait de l'Algérie la continuité de son espace. Donc la France fait tout pour faire échec à cet élan qui est né. Je pense que les Africains devraient être unis derrière ce pays-là pour pouvoir s'affranchir. C'est un affranchissement. Alors, docteur, restez avec nous en ligne. Peut-être Nourdine Joudi, un rebondissement, peut-être pour rebondir. Un point. Oui. Écoutez, docteur, j'ai le privilège donc de m'adresser à vous en tant qu'historien. Je voulais simplement rappeler que la première ébauche de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine a été rédigée précisément par les deux chefs d'État qui s'appelaient Modibo Keïta et Sylvanus Olympio. Et c'est pour ça que lorsque j'étais ambassadeur à Lagos, je me rendais souvent à Lomé pour faire un peu de recherche sur le Togo. Et j'ai eu le privilège également de travailler très étroitement avec le défunt Edem Kodjo. Edem Kodjo qui a su assumer ses responsabilités pour l'admission de la République arabe sahraoui à l'OUA. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un témoignage très important, une déclaration de Nelson Mandela, après avoir quitté clandestinement l'Afrique du Sud, avait fait le tour d'un certain nombre de pays africains, et puis il a rejoint l'état-major de l'armée de libération nationale. Qu'est-ce qu'il nous avait dit à ce moment-là? Puisque j'étais le seul officier anglophone, donc j'ai eu à traduire. Il a dit « I have come to get inspiration from the Algerian Revolution ». Je suis venu m'inspirer de la lutte de la révolution algérienne. Cette espèce de mot d'ordre de Nelson Mandela a eu un impact très profond sur la démarche de l'ANC et notamment
de l'établissement de ce que l'on appelait la diplomatie de l'ANC à l'époque de l'apartheid et qui a été organisée et menée par Oliver Tambo à partir de Londres et d'Alger, Johnny Makatini. Donc la révolution algérienne a toujours été une source d'inspiration. Je n'ai pas été simplement ambassadeur en Afrique du Sud, j'ai fait j'étais premier ambassadeur d'Algérie dans une série de pays africains. Et surtout, j'ai eu le privilège d'avoir été secrétaire général adjoint de l'OUA. Et je sais à quel point, non seulement l'Algérie était engagée pour les intérêts de l'Afrique, pas seulement en tant qu'aide, mais comment elle a pu former des combattants de la liberté, comment nous avons pu nous engager dans ce combat qui a mené certaines personnes que nous avons formées qui sont devenues plus tard des chefs d'État, précisément comme Nelson Mandela, comme Agostinho Neto, etc. J'aimerais bien avoir l'opinion justement on va justement entendre l'opinion de docteur Alaourou. Donc docteur, vous venez d'écouter Monsieur Djoudi justement sur ce point. Alors un commentaire ou bien une réponse? Oui, c'est dans le même sens que j'ai abondé en parlant du fait que le FLN a été un mouvement d'inspiration pour tous les mouvements indépendantistes un peu partout en Afrique. Et même si on peut dire que pour Nelson Mandela, ça a été un peu plus tard. Bien avant Nelson Mandela, si nous prenons un peu le cas des colonies portugaises, je vais parler de l'Angola, je vais parler du Mozambique et autres, vous allez constater que ces mouvements, ces pays, à un moment donné, se sont inspirés de la guerre d'Algérie pour déclencher une décolonisation violente, sanglante, vis-à-vis de leur ancienne colonie qui était le Portugal, qui, il faut le dire, était mal en point après la Seconde Guerre mondiale avec le dictateur Salazar, qui ne voulait pas donner de liberté à ce territoire. Donc, le fait que ce territoire ait engagé une lutte, un conflit direct avec leurs anciennes métropoles, se trouve également du fait qu'ils sont inspirés de la guerre d'Algérie pour demander avec véhémence leur liberté. Je pense que le FLN et son mouvement indépendantiste a inspiré plus d'un peu partout en Afrique et ailleurs. Oui. Merci, docteur Maman Alaourou. Je rappelle que vous êtes historien togolais. Merci pour cet éclairage. Je me tourne vers vous, Moustapha Etmou. Vous qui êtes passionné par l'histoire, journaliste spécialisé dans l'histoire, la révolution algérienne a aidé, a contribué à l'éveil des consciences en Afrique, mais également à la forger la diplomatie algérienne d'aujourd'hui. Je reviens sur un point précis développé par votre invité par téléphone. Il a parlé justement du travail de SAP fait par l'ancien colon après les indépendances en Afrique, et il a évoqué le réseau FOCAR. Il faut se rendre à l'évidence que ce travail continue jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, il continue par le biais de mains africaines, d'acteurs africains au sein même de l'organisation de l'unité africaine. Ce travail sournois, souvent, et parfois, il est fait d'une manière ouverte, et justement, il tend à créer des contradictions entre les acteurs africains pour créer cette instabilité et justement plonger le continent africain et son organisation dans l'instabilité pour justement permettre à ces forces de continuer à puiser dans les ressources naturelles de l'Afrique, à maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Donc, c'est très important de souligner ce point, mais il faut revenir aussi à cette évidence qui fait que l'Afrique, jusqu'à maintenant, n'est pas complètement et entièrement libérée. On a toujours un territoire qui est colonisé et paradoxalement par une puissance africaine, par un État africain, signataire justement de la charte de l'Union africaine qui stipule qu'il n'y a pas un pays africain n'a pas le droit de coloniser ou d'envahir un autre pays. C'est le cas du Maroc au Sahara occidental. Donc, ce point, justement, démontre que l'Afrique n'a pas encore
parachevé totalement le processus de décolonisation. Elle n'a pas encore terminé avec cet esprit et avec cette pratique politique et ces luttes pour l'indépendance. Et c'est pour ça, Mostafa Itmouhoub, que je vous ai posé une question concernant la diplomatie algérienne d'aujourd'hui. On voit que l'Algérie aujourd'hui soutient le peuple sahraoui dans son indépendance. L'Algérie soutient aussi le peuple palestinien. L'Algérie soutient aussi donc les peuples opprimés. Je reviens au deuxième justement élément concernant la diplomatie. Donc il s'agit maintenant de paradigme. Le premier paradigme, c'était le paradigme de l'indépendance, de la libération. Et là, l'Algérie a joué son rôle pleinement. Et on est aujourd'hui à côté d'un témoin oculaire, d'un acteur de premier plan de ce mouvement de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que la question qui est posée, est-ce qu'on continue dans le même esprit ou bien on doit revoir toute cette tendance de libération et refaire lecture par rapport justement aux contradictions qu'on vit aujourd'hui en Afrique et par rapport aux crises et à la nature des crises qu'on vit aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, je dirais que sur le plan diplomatique, ce qu'il faut faire, c'est aller vers une réforme de l'organisation panafricaine. L'organisation panafricaine reste toujours en retrait et en deçà ce qu'elle devait faire par rapport aux changements qui s'opèrent en Afrique. Notamment ces coups d'État qu'on voit un petit peu partout, qui ne sont pas accompagnés correctement pour faire des transitions, pour aller vers une normalisation constitutionnelle de ce système. Et aussi, cette organisation panafricaine ne s'implique pas suffisamment là où il y a des crises. Le cas de la Libye, le cas du Soudan et ailleurs. Mostafa Itmouhoub, on aimerait maintenant écouter la réponse peut-être de Nordine Joudi. Nordine Joudi, je le disais, je viens de le dire à l'instant, donc la diplomatie algérienne s'est forgée de ce combat libérateur du peuple algérien. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui ce soutien pour les peuples opprimés, pour leur indépendance et pour leur liberté. Or là, il faudra que je réponde en tant que doyen du corps diplomatique algérien. Je me plais à dire que j'ai été un diplomate par accident, parce que ma vocation, c'était pas d'être diplomate, c'était d'être professeur d'anglais, mais en raison de mes rapports déjà dans l'ALN avec les futurs combattants angolais par exemple, avec Nelson Mandela, etc., on m'a accordé le privilège de travailler pour l'Afrique déjà au niveau du comité de libération à Dar es Salaam. Et là, je maintiens que l'Algérie n'a jamais été un pays qui s'engageait uniquement par la parole. Quels que soient les chefs d'État qui se sont succédés dans l'histoire de l'Algérie depuis 1962, ils ont toujours eu la même attitude à l'égard de la libération du continent africain. Non seulement pendant la guerre de libération, l'Angola, le Mozambique, etc., auxquels nous avons fourni des armes et nous avons donné une instruction militaire. Oui. Et nous avons apporté tout notre appui politique, financier, matériel, diplomatique. Mais en plus, après l'indépendance de nos frères en Afrique australe, par exemple, nous avons continué sur une autre voie qui a été développée lors du discours historique du président Boumedienne aux Nations Unies. Oui. Lorsqu'il a parlé non pas de l'intérêt de l'Algérie, mais il a parlé de l'intérêt de l'Afrique et du tiers-monde. C'était la première fois qu'on s'opposait à la mainmise de l'impérialisme sur nos économies, sur nos intérêts économiques. Et nous trouvons exactement la même démarche aujourd'hui par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a exactement la même démarche, en dépit du fait que le discours du président Boumedienne a tellement secoué les adversaires de l'Afrique qu'ils ont essayé de déformer cette initiative en créant ce qu'ils ont appelé la mondialisation, qui en fait était d'assurer la mainmise de l'Occident ou des pays développés sur les richesses de l'Afrique et du tiers-monde de manière générale. Là, ce sont des éléments qu'on ne peut pas oublier, qui sont extrêmement importants. Et pour rebondir sur ce qu'a dit mon ami et frère Mostafa, il a cité le Maroc. Je dois dire d'abord au départ que nous avons toujours et nous continuons
à avoir le plus grand respect pour le peuple marocain. Nous ne sommes pas contre le peuple marocain, bien au contraire, nous n'avons pas oublié que le peuple marocain a été à nos côtés pendant la guerre de libération, et le peuple marocain, aujourd'hui, est la première victime de son régime, de son roi et du Marzen. Donc, c'est le comportement du Marzen qui s'est mis au service de l'entité sioniste et de l'impérialisme international pour saper les efforts de développement de l'Afrique en particulier. Alors, dans cette stratégie, ce qui les ennuie, c'est la position de l'Algérie. La position de l'Algérie continue et sera toujours panafricaine, pas seulement en parole, mais en acte. Et l'Algérie a fait beaucoup en termes d'investissement dans des pays sahéliens. Pas en termes de profit, mais en termes d'institutions sur le plan social, des unités médicales, des écoles, des mosquées. Là, il y a eu l'action de l'Algérie. Nous n'avons pas investi sur des mines mais nous avons essayé d'aider nos frères à développer leurs propres économies et à être indépendants. A contrario, il y a une histoire permanente d'expansionnisme de la part de notre voisin de l'Ouest. Au XIVe siècle déjà, un grand empire africain, qui était un empire civilisé lorsque l'Europe était au Moyen-Âge, et qui est venu par la suite dire qu'ils étaient venus nous civiliser. C'est nous qui avons civilisé l'Europe en réalité. Ouais. Non, eh bien, cet empire s'enraye. C'est l'ancien Mali. Qu'un certain Mansour Dabi, et le Maroc n'existait pas à l'époque tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mansour Dabi, qui avec 6000 hommes, envahit l'empire s'enraye pour le détruire et pour s'approprier à la fois... Donc il y a un passif. À la fois l'or et les esclaves. Alors que, si l'on parle d'islam, l'islam est la seule religion dans laquelle on dit qu'Allah a dit qu'il ne favorisait pas le blanc sur le noir. Et que le premier acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été d'acheter un esclave, de le libérer et d'en faire son plus grand ami et compagnon. Donc il y a cet esprit qui est constamment dans les gènes des Algériens et qui fait qu'il y a une ligne de conduite indépendamment peut-être de certaines différences de gestion, mais toujours les chefs d'État algériens depuis notre indépendance ont toujours été sur la même ligne et qui n'était que l'héritage de ce que nous ont laissé nos ancêtres depuis des siècles. L'Algérie, comme il l'a si bien dit, l'Algérie n'a pas juste promu la parole, mais également l'acte. Et par ailleurs également, mis à part Nelson Mandela, il y a le président mozambicain en 1986, de l'intervalle 1986-2005, qui est Joaquim Alberto Chissano également. Ami aussi de la révolution. Exactement, qui également été ami avec la révolution algérienne et qui également remercie l'Algérie parce que les premiers combattants du Mozambique plutôt ont été formés en Algérie ici. Oui. Et président de mon association. Et l'envoyé spécial aussi de l'Union africaine pour D'accord. Environ 250 combattants ont été formés ici en Algérie. Tout le monde, évidemment, connaît l'ancien président Samora Machel, Chissano, etc. Mais en réalité, dès le 1er janvier 1964, le premier bateau d'armement envoyé par l'Algérie est arrivé à Dar es Salaam et j'avais été chargé justement d'acheminer cet armement et de les fournir à un certain Felipe Magaya qui était responsable de la lutte armée et qui a été le chef de l'armée de libération en Mozambique. C'est avec des armes algériennes qu'on a fait passer, en dépit des difficultés crocodiles et tout ce que vous voulez. Mais on a fait passer ces armes, on a discuté sur la stratégie adoptée et sur la manière par exemple, l'exemple très simple, où lorsque nos frères mozambicains voulaient faire sauter le barrage de Bocarabossa, on leur a dit non, le barrage sera utile pour le peuple mozambicain, mais faites sauter les voies ferrées, comme nous l'avons fait, etc. Donc il y a Felipe Magaya, a été le grand chef de la révolution mozambicaine, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le principal boulevard de Maputo,
porte son nom. Donc vous voyez, il y a toute une histoire du mouvement algérien. J'ai pas le temps ici de tout dire. J'ai eu le privilège d'avoir été un témoin, ou peut-être l'un des rares témoins maintenant de l'évolution des mouvements de libération en Afrique, puisque j'ai servi pas seulement en Afrique du Sud, mais dans plusieurs postes comme ambassadeur d'Algérie et surtout comme secrétaire général adjoint de l'OEA. Et je tiens à signaler le fait que, quelles que soient les petites oppositions que nous avons eues sur le plan politique entre nous, par exemple, je me permets de citer le Sénégal. Même si nous n'étions pas d'accord avec le président Senghor sur la question sahraoui, il restait un profond respect pour les Sénégalais, pour l'Algérie, et l'Algérie pour le Sénégal. Nous avons donc tout le temps transcendé ce qui nous divise, et nous avons toujours cherché à faire en sorte que nous gardions le lien fraternel qui est le lien commun de tous les Africains. Et ce que nous vivons actuellement concernant les pays du Sahel, nous savons très bien qu'il y a des manipulations du Maroc, des Israéliens, etc. Mais le gouvernement algérien a la sagesse de ne pas envenimer la situation, bien au contraire, de faire en sorte de dire que les faits sont là pour ramener la sagesse et la fraternité entre les frères. Il n'y aura jamais de rupture entre le peuple algérien et le peuple malien, le peuple du Niger, etc. etc. Nous appartenons à un seul et même continent qui est notre mère, l'Afrique. Chers messieurs, le débat était fort enrichissant, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de ce débat. Nourdine Joudi, merci pour votre témoignage et éclairage. Je rappelle que vous êtes président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne et ancien SG adjoint de l'Organisation de l'Unité africaine. Merci à vous aussi, Moustapha Itmouhoub, d'avoir participé à cette discussion. Un grand merci au docteur Maman Halourou, enseignant en histoire à l'Université de Lomé, pour son intervention. Et merci à toi, Mohamed Oudia, de m'avoir accompagné durant cet échange constructif. Chers auditeurs, notre émission spéciale Fête de l'indépendance de l'Algérie se poursuit toujours. Place au journal d'information et puis on poursuit cette émission. على الصيفية يا حسني على الصيفية يا حسني على الصيفية ماتوا عن حب الحرية يا حسني حيوا الشمال يا شباب حيوا الشمال الإفريقي حيوا الشمال قوموا للحزب الوطني